va suivre les analyses que notre urbaniste va nous faire. Merci, Dominique, avec le Conseil et le CCU. Et ensuite, on va vous revenir sur un projet qui est un petit peu plus ficelé en termes de gabarit, en termes d'utilisation, d'usage et de modification de zonage. C'est une démarche donc qui est prescrite par la loi, le LAU, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme au Québec. Donc, on suit les processus. Le processus est prescrit. Une autre étape importante qui va suivre la rencontre de ce soir, ça va être de commencer à travailler l'entente formelle. Alors, il va y avoir dans un premier temps un protocole d'entente avec les développeurs. Ça aussi, ça devrait faire partie, les grandes lignes de l'entente devraient faire partie de la discussion qu'on va avoir ensemble. Alors, ces ententes-là, ça comprend des démarches techniques, oui, bien sûr, mais aussi le partage de la responsabilité financière, s'il y a partage et comment on la partage. Bien sûr, ça va être discuté avec vous. Voilà pour les grandes étapes. Ensuite, il y a l'approbation, on doit envoyer ça à la MRC. Entre-temps, je tiens à souligner l'excellente collaboration. Je suis architecte, j'en ai fait de ces types de projets-là et je peux vous dire qu'il y a une excellente collaboration de la part des développeurs. Ils nous ont écoutés. Il y a eu deux ou trois rencontres, une première pour se familiariser un l'autre. Et deux rencontres de nature un petit peu plus technique pour reviser quelles sont les prescriptions, les obligations de base. Par exemple, le dépôt d'une analyse environnementale, les conditions de sol, les aspects techniques, c'est-à-dire les infrastructures eau et goût, l'étude de notre écologiste, les aires protégées, tout ça fait partie du travail qu'ils ont fait, qu'ils ont bien fait, et j'apprécie beaucoup votre collaboration là-dessus. Ça s'est fait de façon efficace. Vous avez livré à chaque fois. Il y a eu une première rencontre auprès du Conseil où il y a eu des exigences de base qui ont été énoncées. Là, j'ai hâte de voir comment est-ce que tout ça a été digéré. Et je vais le voir en même temps que vous. Donc, soyez assurés qu'il n'y a pas d'arrangement avec les gars des vues. J'aimerais quand même, dans votre réflexion, je pense que c'est important parce que c'est un bon moment de penser à notre avenir. Qu'est-ce que ce projet-là peut amener, non seulement comme orientation stratégique, mais aussi comme réflexion que nous, comme communauté, on doit, je pense, considérer. 10 points. Je les résume. Bon, un grand merci, M. le maire Favreau. Et on est chouette d'avoir des élus municipaux avec nous autres aussi, ainsi que les employés municipaux, M. Grandmont et M. McGee. Merci d'être ici, mais surtout un grand remerciement au Centre culturel d'Abercorn. On est dans cet édifice grâce à vous autres et on est vraiment chouette d'être ici ce soir. Donc, le but ce soir, comme le maire l'a mentionné, c'est je vais me présenter quand même. Mon nom c'est Michael Merton. Je présente ce soir avec mon partenaire on est des promoteurs, mon partenaire Renaud Chartier. Et ça fait 3 ans qu'on a acquis le terrain avec le but de finaliser et c'est ça qu'on va présenter ce soir. Dans le projet de développement, juste pour passer un survol, c'est à peu près 18 acres. Moi, j'appelle ça le centre de village. C'est intéressant si on regarde, il y a une densité assez intéressante au village, n'est-ce pas? Mais au cœur du village, donc c'est de l'église. On est dans l'église ici, bien sûr. Donc, on a tout le terrain qui, à côté de l'école rouge, jusqu'au 139. Ça s'élonge de 139 jusqu'au parc des Pionniers, n'est-ce pas? Et là, ça allonge Thibault Nord. Et là, le terrain est juste en arrière de tous les lots qui sont sur Thibault. Donc, c'est 18 acres. On va voir dans les assiettes qui s'en viennent. Et c'est vraiment
trois parties, si on veut. Partie sud, zone humide, et la partie nord. Dans ça, on a deux zonages maintenant. Le zonage sur la partie nord est vraiment, c'est R06. Ça peut inclure le unifamilial jusqu'à triplex, actuellement. Donc, on parle de zonage actuellement. Et la partie sud, c'est le même type de zonage, unifamilial jusqu'à triplex, mais ça inclut aussi le commercial. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va commencer à explorer un petit peu aussi. Et je veux juste, maintenant qu'on voit, j'ai mentionné les densités il y a quelques minutes, mais on voit ici, avec le lotissement, il y a beaucoup de lots qui ont une taille assez petite. C'est quand même une densité intéressante dans le village qui existe. Dans le prochain, oui, nous avons passé toutes les étapes qu'il faut faire. Donc, on a fait une étude biologique et environnementale. Donc, je commence avec le biologique. Donc, c'est pour délimiter les zones humides. Donc, oui, on a un milieu humide qui a quand même, on va dire, 4 à 5 acres qui délimite vraiment. Donc, sud et nord, c'est en toute évidence parce que c'est des contournes. Donc, la zone est délimitée en vert, c'est les bornes des cours d'eau. Donc, ça, c'est des zones, on peut pas développer. Mais nous, on a poussé le réflexe, on ne peut pas le développer. On peut le vendre, mais on ne peut pas le développer. Mais on voulait aller plus loin que ça. Donc, on est en pourparlers avec nos amis de Fiducie de Montpinac, qui travaillent étroitement avec le corridor appellachien pour vous dire qu'est-ce qu'on peut faire avec cette zone qui a des arbres matures, qui est une zone naturelle, non touchée, donc de conserver ça. Donc, c'est pour ça qu'on a fait appel à la Fiducie de Montpinac pour vraiment le protéger à long terme. Et une autre chose qu'on a vraiment vu aussi, c'est qu'on a le parc, et on va le voir dans les aspects qui suivent aussi, mais on a quelque chose d'intéressant avec ce terrain ici. C'est qu'on est délimité au sud par des églises, mais le plus grand parc, Shepherd's, juste ici. Et on a le parc pionnier. Actuellement, à Abercorn, il est juste deux parcs, n'est-ce pas? Mais notre terrain, qu'est-ce que ça fait? Ça relie les deux. Donc ça pour nous, c'était incontournable. On va appeler ça le sentier de découverte, un sentier qui relie les deux parcs. Mais par force, ça va passer dans une zone naturelle. Et en parlant de ça, je n'ai pas mentionné non plus que un des règlements qu'il faut respecter dans le village, qu'il faut, si on veut développer, il faut redonner 7% pour les fans de parc. Donc, on parle nullement de 4-5 acres. En plus, il faut ajouter 7%, et on a des idées pour ça aussi. Donc, parc. C'est ça le message avec ça. Donc, on est au début, on va créer une vision de développement. Et on a vraiment, rapidement, on a vu qu'il y a comme 4 items incontournables. C'est comme, si on veut développer, il faut que ça respecte certains critères. Et les voici, on va juste les toucher rapidement. Protection et mise en valeur de l'environnement, je crois que j'ai commencé à parler de ça un petit peu et vous comprenez la vision. Respect du patrimoine architectural, c'est dans les aspects qu'on va voir ça plus précisément dans 2 minutes. Et développement immobilier favorisant les échanges communautaires. Donc, je crois que dans un village, on devrait avoir plus d'accès vers nos parcs, plus de lieux de rencontre. C'est des questions qu'on va répondre en faisant un développement. Et redynamiser le cœur de village en proposant un offre de logement abordable. Il y a vraiment deux choses. Redynamiser le cœur de village, je vous ai montré la densité. Le cœur de village est ici. On ne peut pas changer ça et on veut redynamiser le cœur de village. Et les logements abordables, on ne cherche pas à faire de haut de gamme. C'est vraiment c'est abordable qu'on peut viser. Donc, pour commencer le processus, il fallait faire une étude environnementale.
La phase 1 a dit qu'il y a peut-être des sols d'origine inconnue sur la partie sud. Il y avait zéro inquiétude sur la partie nord. Donc, dès qu'il y a un point d'interrogation, n'est-ce pas, ça vous amène aux phase 2. La phase 2, il n'y avait pas d'inquiétude, mais il y a quelques débris de matériaux de construction d'autrefois sur la partie sud, dans quelques parties. La carte que je vous démontre maintenant. Donc, on a fait des études, on a pelleté dans 2 endroits dans la partie sud, et surtout dans ce zone-ci, on a trouvé qu'il y a un petit peu. Donc, lorsqu'on fait l'excavation, il va falloir peut-être nettoyer un petit peu, mais il n'y a rien de grave. Le phase 1 n'a pas mentionné, mais le village dit que ça serait peut-être mieux de faire l'échantillon ici aussi, en face du garage, au cas où il y a des carburants qui sont déversés à un moment donné. Donc, on a aussi fait des études ici, il y avait zéro détection. Donc, il y a zéro problème sur le nord et quelques petits débris sur la partie sud. Alors, on embarque maintenant dans l'étude du cadre bâti. On est bien choyé, comme vous le savez, et vous verrez sur l'acétate qui s'en vient. On voulait vraiment approfondir et connecter nos pensées avec un architecte connu et respecté du coin, Rebecca Bourg. On l'a embauché pour nous aider dans la réflexion en 2023. Donc, pour nous, la chose importante, c'est la caractérisation des maisons ancestrales existantes. On ne veut pas faire quelque chose de... On veut que ce soit une continuité, que ça fit ensemble. Et que les maisons contemporaines inspirent de l'architecte patrimonial. Donc, on vous donne quelques exemples maintenant. Si votre maison est là-dessus, ça se peut aussi, parce que c'est des maisons du village ici. Ce que je trouve intéressant, juste à côté ici, une maison avec une galerie assez intéressante. C'est chez vous. Mais c'est la typologie qui peut accueillir un duplex, triplex facilement aussi. C'est ça qui nous a inspiré. Il y a aussi quelque chose d'intéressant qui en prend le logement. Ça, c'est un bâtiment accessoire, mais ça peut accueillir de logement aussi. Donc, cette typologie qui nous a intéressé, les vérandas, d'avoir... donc, il y a beaucoup d'aspects architecturaux, des pignons sur des toits qui nous inspirent. Donc, ça c'est notre vision de vouloir, il faut construire neuf, mais les typologies des édifices qui nous inspirent. Et voici quelques exemples des édifices qui nous ont amenés dans cette direction de notre réflexion aussi. Donc ici, on a quelques-uns de typologie unifamiliale, des duplex. Et ce qui nous a inspiré, parce que notre zonage parlait juste de triplex, c'est des édifices qui peuvent être triplex, mais pareil un édifice qui est pas trop encombrant et qui a un pignon intéressant. Est-ce que tu as des choses à ajouter sur l'acétate? Oui, merci Michael. Renaud Chartier, associé de Michael pour le projet. Moi, je vais poursuivre au niveau du cadre bâti, l'aspect architectural. Donc, ce qu'on a retenu et ce que vous retiendrez surtout de l'architecture patrimoniale à Record, alors c'est les toitures à double pas, c'est-à-dire pas de toit plat, vraiment avec un pignon, les déclins de bois, la proportion de la fenestration par rapport à la façade, c'est-à-dire pas des grandes baies vitrées du haut jusqu'en bas, et puis l'accès au bâtiment souvent par une galerie ou un balcon. On nous a référé à un technologue en architecture de Bromont, qui a déjà beaucoup d'expérience dans le développement de nouveaux quartiers dans la région, dans la MRC de Bromont-Missisquoi, Martin Caron, pour une image ou mille mots, pour qu'il puisse justement nous présenter, il puisse matérialiser le concept qu'on avait pour le développement du terrain. On a obtenu des modèles de bâtiments qui s'inspiraient du cadre bâti, des belles maisons patrimoniales à l'autre. On lui a demandé également d'intégrer ces bâtiments au terrain pour visualiser ce que ça donnerait par rapport aux bâtis existants.
Et enfin, de présenter une vision de la partie semi-commerciale, de la partie sud, pour voir ce que ça pourrait donner de créer comme une place publique, exemple de voitures, avec des commerces, des logements, différentes aires de partage pour la communauté récréative, de détente. Si vous avez les images que vous voyez ici, vous les retrouverez derrière. Je vois que nombre d'entre vous les avez déjà consultées. Après la présentation, après la période de questions, on aura le loisir aussi de partager avec vous de façon informelle si vous avez plus de questions par rapport à tous ces plans. Alors, l'image globale du terrain et du cœur du village d'Alorton. Donc, on voit bien ici, si je pars du sud vers le nord, le parc Shepherd, avec le fameux sentier découvert dont on a parlé. Ça, quelque part, notre vision du développement s'articule autour de ce sentier découverte. Alors, le maire Favreau discutait du sentiment de communauté, du sentiment de redynamiser le cœur du village. Et quoi de mieux que de créer justement un lien multifonctionnel, évidemment pas pour les véhicules motorisés, là, ça serait vraiment vélo, ski de fond, piéton, pour relier les parcs du village. Ce sentier, parce que juste à côté de la mairie, traverserait la partie sud, le milieu humide, où on pourrait imaginer différentes aires d'observation de la faune, de la flore, et traverserait la partie résidentielle au nord, nouvellement constituée. Donc, d'un terrain vacant qu'on a en ce moment, avec la plantation conifère au nord, c'est sûr que ça change beaucoup l'image, mais ça se veut quand même de façon harmonieuse pour intégrer le cadre naturel d'Alorton, mais surtout l'intégrer de façon douce, vous irez à travers ce sentier. Moi, ce que j'ai comme vision, je me dis, si j'avais mes enfants localité ici, je serais quand même ravi qu'ils puissent aller dans le cœur du village à pied sans devoir prendre la rue de Chibonard, au moins évidemment la 139. Souvent, je viens ici, je vois des gens se balader, j'ai même vu des mères pousser la poussette le long de Thibonard. Je me dis, il me semble que ce serait beaucoup plus agréable le long d'un sentier qui traverserait comme ça une forêt. Alors, dans les typologies de bâtiments, ce qui a été fourni, donc vous voyez, en discutant avec Martin Caron, on a présenté les images des bâtiments patrimoniaux d'Alorton, et on en est venu à la conclusion qu'il fallait créer des grandes unités, mais qui n'auraient pas l'air de boîtes carrées dans lesquelles on essaie d'insérer plein de condominiums. Alors, c'est à la limite à s'y méprendre, on pourrait dire vraiment quand est-ce que commence une propriété, quand est-ce que finit l'autre, c'est pas évident. Voyez-vous ici, ça pourrait se terminer ici, ça pourrait même prendre le rez-de-chaussée, l'autre pourrait être sur un étage et demi, il pourrait y avoir des chevauchements. En gros, c'est une typologie de bâtiment qui respecte les caractéristiques architecturales qui ont été citées. Donc, le fêtage, le double pan des toitures, les déclins de bois, que ce soit vertical ou horizontal. De façon plus moderne, des fois, on ne veut pas trop pasticher l'ancien non plus. C'est-à-dire, on ne va pas créer du faux lieu. On veut quand même créer, on est au 21e siècle, donc on ne va pas s'amuser à construire comme au 19e siècle. Alors, on peut faire des déclins à l'horizontale, des galeries en devanture et une proportion harmonieuse, la fenestration par rapport à la superficie de façade. Alors, l'image précédente, on voyait tout à l'horizontale, le plein pied. Ici, on voit qu'en fonction du relief du terrain, il y a moyen de jouer avec les hauteurs des bâtiments. Le terrain dans la partie nord, notamment, descend vers la 139. Donc, il y a moyen de faire usage justement de ce qu'on pourrait voir comme un défaut de terrain pour la construction, pour au contraire agencer les bâtiments à la topographie du terrain. Ensuite, mis côte à côte, ces grands bâtiments pourraient ressembler à la limite à des grandes maisons de prestige, mais qui habiteraient plusieurs logements. Mis côte à côte, on ne veut pas faire du copier-coller, puis dans le fond, on va faire de la reproduction en série à la chaîne. Donc, il y a moyen d'utiliser les mêmes caractéristiques architecturales, mais en modifiant chaque bâtiment, pour faire en sorte que lorsqu'on va se promener, on va dire, dans le fond, tout n'a pas été fait en série. Il y a quand même, chaque unité a sa caractéristique. C'est-à-dire que la hauteur où les doubles pans pourraient être vus de face ici, au centre ici, et ensuite il peut y avoir un étage et demi à droite, 2 étages à droite. Ça rompt simplement la monotonie, la trame des constructions. En gros, c'est ça la partie nord, donc la partie uniquement résidentielle. Et en consultation avec M. Daniel Bélanger, qui nous fait la gentillesse d'être ici parmi nous,
C'est un constructeur de la région de longue date qui a construit des milliers de logements dans la région. Et on a pu échanger avec lui. Il a eu la gentillesse de nous conseiller dans notre concept de développement. Il a dit, maintenant, ce qui se fait aujourd'hui, justement, c'est plus de densité, évidemment, pour l'abordabilité. On ne peut pas se permettre d'avoir des terrains de 50 000 pieds carrés, 100 000 pieds carrés, avec des maisons familiales en faisant quelque chose d'abordable. Aussi pour optimiser l'utilisation des infrastructures. M. Faro rappelait que les coûts vont toujours en augmentant. Alors qu'à Abercorn, vous avez quand même une infrastructure assez exceptionnelle pour une municipalité d'à peine 300 habitants, mais qui est sous-utilisée. C'est-à-dire que vous avez quand même quelque chose au niveau des aqueducs et des égouts qui est conséquent, mais avec très peu d'utilisateurs, ce qui fait que ça vaut cher. Tout ça pour dire qu'il faut augmenter la densité pour absorber les coûts, pour rendre les logements abordables, et aussi pour contrôler les coûts et contrôler l'homogénéité architecturale. Si on veut respecter ces critères de maison patrimoniale, on a tout intérêt à faire ce qu'on appelle des projets intégrés. C'est-à-dire que l'infrastructure et la voirie seraient privatisées, appartiendraient aux résidents des immeubles. Donc, ce serait des copropriétés. Tout ce qui resterait public, c'est évidemment le lot Thibault-Nord. À l'intérieur, les canalisations, aqueducs, égouts, la voirie, seraient à la charge des copropriétaires de ce terrain. Alors, on peut peut-être remonter encore. Excuse-moi. Et le terrain nous permettrait de faire 3 phases de développement pour la partie résidentielle. Ça, c'est des images préliminaires, c'est vraiment des images conceptuelles qui peuvent être modifiées. Il y aura des consultations. Donc, on est très ouvert aussi à ce que les gens apportent des nouvelles idées. On va continuer notre réflexion aussi pour optimiser la conception des lieux publics, des voies d'accès. Et c'est pas définitif, mais ça donne un peu une idée de ce que ça pourrait donner. 3 phases de développement avec différents bâtiments réunis qui partageraient les voies d'accès. Et puis, le sentier découverte qui pourrait passer à travers pour relier le parc des Pionniers au nord. La partie sud, c'est une commerciale. Alors, notre vision, c'était de créer un espace collectif, une place publique, exempte de circulation automobile, et même à la limite protégée de la circulation automobile. Moi, ce qui me fascine à Abercorn, c'est que c'est une des rares municipalités au Québec qui n'est pas traversée par la route principale. Knowlton, il y a la route principale, Sutton, il y a la route principale. Ici, la 139, heureusement, a été vraiment faite suffisamment tard que le cœur du village a été épargné par ça. Puis je pense qu'on peut en profiter en redynamisant le cœur du village autour d'une place qui est protégée de la circulation automobile. D'où l'idée de faire des bâtiments qui seraient le long de des églises et le long de la 139 avec les stationnements qui seraient entre la 139 et les bâtiments. Pour pas qu'on voit les véhicules lorsqu'on est dans la place publique. Modélisation 3D. Alors, ça pourrait vous donner une idée, ça c'est la partie sud, semi-commerciale, de ce que ça pourrait ressembler. Donc, avec un commerce, ici, ça c'est la rue des Églises, vue de face, un peu comme si on était devant la mairie et qu'on regardait vers le nord. Alors, des commerces en rez-de-chaussée. Au deuxième étage, on respecte toujours la typologie 2 étages, déclin de bois, 2 pans. Alors, commerce en rez-de-chaussée, ça pourrait être des logements au-dessus, différents usages. Il pourrait y avoir de la villégiature, il pourrait y avoir du logement de petite surface et la place publique au centre avec un chapiteau, parce que c'est simplement pour illustrer le fait que ça pourrait servir d'aire de détente ou d'aire de rencontre. Différentes perspectives depuis la rue des Églises, quand on arrive de la 139. Ici, modéliser l'église qui est à vendre en ce moment, l'ancienne église catholique en face. En direction ouest. Tout ça, vous l'aurez derrière, là, si vous voulez prendre quelques minutes après. Et puis, à l'intérieur, ben, vraiment, que ça soit dédié au transport actif, marche, vélo. L'hiver, ça pourrait être en ski de fond. Alors, ce qui est important pour qu'un tel projet puisse se réaliser, c'est d'avoir la densité adéquate de construction. S'il n'y a pas de densité suffisante, ben, on ne pourra pas assurer l'abordabilité des logements. Et aussi, ça sera une sous-utilisation ça ne sera pas optimiser les infrastructures existantes.
Alors, c'est très compliqué d'étendre le réseau d'aqueduc et d'égouts pour seulement quelques maisons. Donc, il vaut mieux qu'il y ait quand même beaucoup de gens qui puissent partager les coûts de l'utilisation des infrastructures. Le développement sous forme de projet intégré. Alors, je sais que ça n'existe pas à Burkland, ça c'est un nouveau concept. C'est un concept qui est de plus en plus en vigueur au Québec. C'est de faire en sorte que ce qui est développé dans la partie privée, que ce soit l'utilisateur payeur, ça réduit la charge sur la municipalité. Et ça assure surtout la cohérence architecturale de ce qui va être bâti. Enfin, ce qu'il faut, il faut quand même que tous ces terrains-là soient reliés à l'infrastructure existante d'égouts et d'aqueduc. Pour ça, sur des églises, il n'y a pas de problème, il y a déjà l'égouts et l'aqueduc. Mais le long de Thibault-Nord, l'aqueduc est à rénover et puis il faut prolonger le réseau d'égouts pour que ça aille jusqu'à la dernière entrée des projets intégrés. Les coûts augmentent, M. Favreau l'indiquait, l'inflation, on n'est pas encore en période de déflation malheureusement, donc il faut s'attendre encore à des coûts qui vont augmenter à l'avenir. Alors on vous a fait une petite simulation budgétaire parce que je peux tout à fait comprendre les inquiétudes d'une population qui dit « Oui, mais à développer comme ça, est-ce qu'on a vraiment des reins assez solides? Est-ce qu'on ne va pas creuser un trou dans lequel on va enfouir tout le budget du village? » En ce moment, là je parle seulement de tarification, donc on parle d'aqueduc et d'égouts. Il en coûte 268 $ pour l'accès à l'eau et 500 $, grosso modo, pour les égouts. Il n'y a pas beaucoup d'usagers, comme vous pouvez voir, sur l'aqueduc et l'égout. On a fait la simulation que s'il y avait 45 logements qui étaient créés dans la partie nord et 12 logements et un commerce dans la partie sud, donc 13 unités, il y aurait évidemment une augmentation de l'entretien de l'aqueduc et de l'égout, mais pas du tout en proportion du nombre de personnes qui seraient ajoutées. Puisque, en ce moment, il y a les capacités nécessaires à l'automne au niveau de l'aqueduc et de l'égout. Alors, ça pourrait faire baisser de 25 la facture d'aqueduc par usager et de 30 la facture d'égout. Il diminuerait de 200 à 350. En prenant 45 logements et 13 dans la partie nord et 13 unités dans la partie sud, on a mis une moyenne d'à peu près une évaluation foncière de 250 000 $ par unité, ce qui est très conservateur. Mais ça pourrait rapporter, avec le taux de taxation actuel, près de 75 000 $ de revenus annuels supplémentaires récurrents pour la municipalité. Je parlais de temps sécure parce qu'avec la topologie de bâtiment qu'on a vue, on pourrait respecter la même forme, la même apparence en mettant 6 logements plutôt que 3. Ce seraient des logements plus réduits. Et ce serait quand même des grands logements qui iraient jusqu'à 1500 pieds carrés par logement. Donc on parle vraiment de 3 chambres à coucher qui peuvent accueillir des familles. C'est quand même des surfaces conséquentes. Alors là, on va pousser jusqu'à 75 logements pour la partie nord et 13 unités pour la partie sud. Les coûts diminuent en conséquence de 36 pour l'aqueduc, de 43 pour les et avec des revenus de près de 100 000 $ de plus par an. Un tableau sommaire de cette simulation budgétaire. On s'est permis de mettre à droite ici l'ajout de seulement 6 unités. Supposons qu'on restait avec le terrain tel quel, il n'y avait aucune modification dans les infrastructures, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'égout. Alors là, il faut construire avec des champs d'épuration. Ça modifierait presque en rien les tarifs pour chaque unité qui est connectée aux égouts de 1,64 %. Par contre, jusqu'à 88 unités en développant au nord et au sud, une diminution de 40 %, donc 312 $. Donc c'est presque la moitié. Évidemment, les revenus récurrents qui viendraient de la taxation foncière. 75 000 pour 58 unités, presque 100 000 pour 88 unités. Alors, la bonne nouvelle pour Abercorn, pour justement prolonger les infrastructures, c'est que les municipalités ne sont pas seules là-dedans. C'est une préoccupation au Québec de plus en plus de s'assurer que les infrastructures d'eau et d'égouts soient aux normes. Et le gouvernement provincial est conscient que les municipalités n'ont pas les budgets pour ça, pour entreprendre des grands travaux d'infrastructure. Donc, il y a des programmes accessibles au niveau provincial qui peuvent financer à hauteur de proportions quand même considérables. Ça peut aller de 50 à 80 % des fois pour améliorer les infrastructures d'aqueduc ou d'égout. Ensuite, si on s'en tient aux obligations de la municipalité, le reliquat à financer, ça serait via des obligations municipales. Heureusement, les taux d'intérêt sont à la baisse.
Les municipalités ont quand même une bonne cote de crédit en général, puisqu'elles sont garanties in fine par l'État québécois. Alors, si on revient avec l'idée qu'on peut avoir jusqu'à 100 000 $ de plus de revenus au niveau de la municipalité, si on fait une règle de 3 avec un taux à 5 qui est quand même conservateur, bien, ça permet quand même de financer une dette de 2 millions. C'est-à-dire c'est les intérêts d'une dette de 2 millions $. Et l'autre financement disponible qui sont liés au projet intégré, ben, c'est les frais de copropriété qui seraient assumés par les utilisateurs payeurs des nouvelles résidences. Donc, pour tout ce qui est déneigement, collecte des ordures, entretien paysager, ça n'incomberait pas à la municipalité de payer. Je crois qu'on a assez parlé. On voudrait plutôt vous entendre, entendre vos questions, vos interrogations, vos inquiétudes par rapport à un tel développement. Et on est très ouvert à la discussion avec vous. Et peut-être pour lancer quelques idées qui nous trottaient dans la tête et qu'on aimerait bonifier avec vous, ben, c'est peut-être sonder un peu l'intérêt du sentier découverte, qui pour nous était la première idée d'axe de développement pour notre projet. Quel est l'intérêt de la communauté pour l'aménagement et la mise en valeur du milieu humide au centre? Je pense qu'il y a très peu de gens qui vont se balader là. Nous, on l'a fait, on s'est amusé à traverser le terrain plusieurs fois. L'aménagement de la place publique au sud, on va voir comment ça pourrait s'intégrer au cœur du village, comment ça pourrait favoriser la vie communautaire, et quelle offre commerciale pourrait être envisagée, serait appréciée de la part de la communauté d'Abercorn, et même de la région. Oui, une question. Merci. Très intéressant. Belle progression depuis la présentation que vous aviez faite au CCU il y a 2 ans et demi, presque 3 ans. À l'époque, on avait posé quelques questions que vous avez déjà certaines des réponses. Permettez-moi 3 questions, commentaires, puis répondez dans l'ordre et dans le désordre. En termes d'infrastructure, la dernière grosse infrastructure ou travaux d'infrastructure qui ont été faits, c'est lorsqu'on a prolongé le réseau d'égouts et raccordé l'aqueduc sur Charpentier et le domaine Cardin. Je le sais ce que ça a coûté, je le sais ce que ça a représenté. Heureusement, c'était déjà desservir des maisons et très peu de nouvelles maisons. Le réseau était suffisamment solide au niveau des infrastructures pour prendre le volume d'égouts et d'aqueducs qui étaient là, et sans perturber la station d'épuration. Jusqu'où, ma première question, vous êtes allé en termes d'impact du développement du nombre de nouvelles maisons, logements, sur le dimensionnement et la capacité du réseau actuel? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez regardé déjà avec la municipalité? Première question. Parce que si on amène un gros tuyau et il faut tout changer la station d'épuration, c'est quand même majeur. Si on arrive au bas de la côte où il y a la surverse, il faut mettre une station de pompage pour pomper les affaires. Donc, jusqu'où vous êtes allé dans cette réflexion-là au niveau des infrastructures et du coût que la municipalité devrait pouvoir supporter? C'est une belle question et c'est une question nécessaire. Nous, on a embauché une compagnie d'ingénierie à l'époque, mais finalement, c'est peut-être, messieurs, parce que je ne peux pas répondre au nom du village non plus, mais vous avez embauché aussi des ingénieurs pour répondre à cette question. Est-ce que vous avez une réponse à ça? Pour l'instant, au niveau municipal, on va bien prendre le développement Thibault Nord et les autres terrains qu'on peut développer Thibault Sud et tout ce qui est en zone nord. Il y a eu des premières esquisses. Notre station n'est pas à pleine capacité, mais le tuyau pour se rendre, c'est ça, puis gérer les autres puits aussi pour qu'il y ait des inondations. Et ça va faire partie des enjeux qu'il va falloir regarder, et pas uniquement avec leur projet, avec l'ensemble des projets pour avoir comme des capacités réservées. Mais il n'y a rien présentement qui semble être un obstacle, mais c'est sûr que ça pourrait avoir une influence sur le nombre maximal d'habitation globale pour pas dépasser les capacités. Et donc, ça fait partie de la démarche que M. le maire parlait, de la portion de la consultation publique, où ces réponses-là seraient à ce moment-là conjointement fournies par le promoteur et la municipalité. Absolument, et tout entendre, même si le zonage, effectivement, une fois, mettons, tout est approuvé par la population, tout est motivé, il reste quand même à avoir ce qu'on appelle les ententes avec un promoteur. Eux autres incluent toutes les
travaux d'ingénierie, d'infrastructure à faire avec leur financement, c'est déjà prévu. Il faut vraiment que ça soit signé avant de commencer. Non, on s'entend, puis c'est ce qu'on avait fait à l'époque avec Charpentier. On avait amené les puisards à l'entrée du développement public jusqu'à la fin de la rue, puis c'est le promoteur privé qui était venu se raccorder. On sait comment ça fonctionne très bien. Deuxième question, si vous me permettez. Encore là, quand vous étiez venu nous voir, vous aviez parlé justement du phasage des travaux. Donc, pour amorcer le financement du projet, donc, j'aimerais vous entendre sur votre phasage des travaux et en même temps du phasage du fameux sentier nature. Parce que si le sentier nature n'arrive qu'à la fin de la dernière maison, ben c'est un peu plate pour toutes les autres qui suivent en arrière. Donc, comment vous l'avez prévu dans le temps, si tout allait bien, puis la vitesse à laquelle vous prévoyez faire les lots de développement? C'est vrai dans la présentation, quand on a fait qu'il y a 2 ans et demi, on parlait beaucoup de phasage. On n'allait pas faire tout ça. Mais il y a aussi une grande question d'économie d'échelle. Et pour faire la construction dans un endroit qui est un petit peu éloigné, je veux dire, il faut viser sur l'économie d'échelle. Donc, il faudrait pas. On nous a corrigé, on a consulté des personnes comme Daniel Bélanger, et ainsi de suite. Il faut construire. On ne peut pas parler de un petit peu. C'est très coûteux de faire ça. Donc, l'infrastructure souterraine de vos 3 petites rues serait faite tout du coup, puis à ce moment-là, les maisons se construisaient du moment que vous les... Je dirais on favorisait ce type de modèle et le sentier nature viendrait au départ, vas-y. Monsieur. Il y a déjà un programme puis, du sentier qui a été énoncé dans l'ancienne administration, qui est toujours actif. Okay. Et ça, c'est je vous l'annoncer, c'est un 80 000 qu'on a, avec un financement de l'ordre de 80 quelque chose de cet ordre-là. Donc, il est déjà actif. On a demandé de le mettre sur stand-by. Le bureau de Mme Charest était d'accord. Mais c'est une des raisons qu'on cherche. Cet aspect-là, là, on veut le pousser rapidement. Alors, il y a des fortes chances que le sentier soit là avant. La portion qui est sur les portions publiques, mais la portion sur leur terrain, il faudrait que ce soit eux qui le fassent. Oui. Mais il y a une partie qui est forcément là, dans ce programme-là, ça va devenir une propriété municipale. Mais le programme est là, il est existant, il est actif et ils attendent le feu vert. C'est pour ça qu'on presse le citron un peu là, sur cet aspect-là. Puis ma troisième question. On ne peut pas le construire s'il y a des travaux en cours. C'est-à-dire qu'on ne va pas défaire non plus l'aménagement d'un sentier s'il faut faire l'infrastructure pour construire les nouveaux bâtiments. Mais la planification, évidemment, qu'elle doit être faite avant de donner l'accord. On s'entend. Mais tu sais, on ne parle pas d'un environnement de 10 ans pour construire. On commence l'infrastructure, puis dans 3 ans, si tout est... Pour que ça soit rentable, il faut que ça se fasse vite. C'est ça. Même les bâtiments, il faut que ça se fasse rapidement. On s'entend. Et la dernière question, après ça, je me fais à mémoire. On parle de copropriété ou de logement. Autrement dit, les gens qui habiteraient là seraient copropriétaires de leur duplex, triplex, etc. ou ce serait une portion de locatif aussi? Les deux peuvent se faire encore. On n'est pas fermé que ça soit 100% copropriété du tout. Ça peut être logement, mais ça va encore dépendre. Je regarde encore Daniel, que le monde qui veut venir investir là-dedans, ce qu'il veut aussi. C'est ça. Moi, je pensais d'avoir compris certaines choses. La place publique, le sentier, etc., c'est développé par votre projet en privé ou c'est la municipalité qui investit avec vous pour développer ça? On a parlé tantôt d'un projet particulier. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on essaie de faire. Normalement, quand vous construisez, on va appeler ça des cul-de-sac, vous demandez le village, la municipalité, de participer dans le coût. Nous, on dit non, on ne fait pas ça. C'est nous qui développons tout ça. On a juste besoin que vous amenez l'eau et l'aqueduc et on développe tout au complet. Mais quand même, c'est vrai, M. le maire vient de dire, merci, qu'il y a quand même un certain jumelage. Nous, on a donné encore 7% pour les parcs,
Là, on est en pourparlers avec les filles ici de Montpinac, des choses à faire, quel type de sentier on passe, oui, il y a beaucoup de petites questions, on n'aura pas les réponses tout de suite. C'est à fur et à mesure qu'on avance, on peut répondre à ces questions. Cardin, quand on a fait le payeur 2014, on a arrêté à la limite de la propriété d'Henri Charpentier. Et le développement Cardin, c'est eux-mêmes qui l'ont payé pour faire tout un réseau d'aqueduc et d'égouts. Ça devait être transféré à la municipalité plus tard, c'est resté privé. Donc, c'est eux autres qui font leur déneigement et leur affaire. Et pour revenir à votre question, vous vous demandez si la place publique, le sentier, les coûts relèveraient de qui? Alors, en effet, c'est un projet, c'est pour ça que c'est une question qu'on veut poser à la communauté. C'est parce qu'il y a moyen de faire quelque chose de tout simple, qui ne va coûter pas grand-chose, ou vraiment de le bonifier en fonction de l'intérêt de la communauté. Il y aura des revenus supplémentaires par la construction de nouvelles habitations. On ne veut pas non plus faire des projets de copropriété où ceux qui n'y résident pas n'y auront pas accès. Le but, c'est de créer ce sentiment communautaire où les gens vont pouvoir partir de l'aréna au sud et se déplacer sans croiser peut-être la rue des Églises, mais sans marcher sur la route jusqu'au parc des Pionniers. On va pas mettre de barrières pour les non-résidents. Donc, vu que ça sera un usage public, ben, je pense qu'il devrait y avoir justement une entente entre la municipalité et les promoteurs pour voir comment on peut arriver au juste équilibre entre des frais qui incomberaient ceux aux nouvelles résidences, qui financeraient en partie ces infrastructures publiques, puis la municipalité aussi, pour que tous les citoyens d'Abercorn puissent profiter de ces nouveaux espaces aménagés. Ça me paraît. C'est quoi une réponse? En gros, c'est en gestation. Il y avait un petit échange qui disait avec la connexion de l'aqueduc, avec l'eau, la ville peut en assumer. C'est sûr que la proportion de ce que ça coûte l'aqueduc. Les infrastructures, c'est assez simple. Tout ce qui est sur le terrain public, c'est la municipalité qui doit aménager ça. Sur la partie privée, c'est les utilisateurs payeurs, c'est ceux qui possèdent des condominiums. C'est des coûts à commettre. C'est ça. C'est pour voir la proportion de ce qui est donné, votre 7 qu'est-ce qu'il vaut par rapport à ce que la ville doit investir, etc. Et c'est pour ça qu'on a fait une simulation budgétaire. Normalement, il y a moyen de faire baisser beaucoup les coûts des tarifs d'aqueduc et d'égouts avec de plus en plus de résidents sur le nouveau développement. Parce qu'il n'y a pas une grosse section à faire sur Thibault-Nord, sur la partie publique. L'essentiel. L'axe, mettons, vous avez parlé de 88 unités. Mettons qu'on les voit à 2 personnes, ça fait quoi, 170 personnes? Mettons, cet achalandage-là sur la rue du Beau, parce que je ne vois pas de sortie, j'ai pas vu de sortie sur la 139. Non, en effet. Ça veut dire que le trafic sur cette rue-là change aussi pour les résidents qui sont là. Oui. Aussi, c'est à considérer. Oui, c'est sûr, c'est plus de personnes. Bon, en ce moment, je n'ai pas encore vu beaucoup de bouchons de circulation en Verton. C'est ça, mais les gens sont. Puis même ceux qui marchaient de l'autre Thibault-Nord, ils avaient l'air quand même assez paisibles et pas trop inquiétés. Oui, heureusement. C'est pour ça que j'aime faire du vélo dans la région. C'est un des rares endroits au Québec où on peut faire du vélo sans être trop inquiété. On va juste aller là-bas et revenir ici. Question. Commencer avec M. le maire. On a combien d'unités raccordées au système d'égout actuellement? On l'avait ici 100 80 égouts et 100 aqueducs. Combien d'égouts? 80. 80. Il y a une capacité, les chiffres préliminaires sont une capacité d'épuration de 300 unités. Malheureusement, c'est faux, monsieur. Pardon? C'est faux. Mais écoute, Avez-vous consulté les plans de vie que le réseau est construit? je comprends pas cette question. J'ai parlé des ans. J'ai tous les plans de la construction. La conception, ça a permis pour 30 ans, de 2002 à 2032, la capacité, avec les nombres de journées de rétention, des traitements, la capacité du réseau. Oui, regardez. Puis, c'est la même chose avec la culture. Les documents, les informations que vous transférez ce soir sont questionnables. OK, mais j'accepte. Il reste que l'analyse doit être faite, concrétisée par une commande auprès d'un ingénieur. Ce qu'on a de façon préliminaire, c'est qu'on a une capacité importante. Laisse-moi finir ma réponse. On a une capacité importante d'épuration. On a une limite de la dernière pompe. Je ne connais pas exactement La capacité est de 120 unités, monsieur. Après ça, le problème, c'est-moi finir. Le problème qu'on a, c'est que beaucoup d'eau de pluie passe par le réseau d'égouts. Et ça, c'est un autre problème qu'on a à gérer. Alors, il y a la capacité des pompes,
Il y a la capacité des flux, ça ne semble pas poser de problème, mais il y a la capacité du bassin d'épuration, et tout ça a des limites qui n'ont pas été analysées de façon définitive. Ça s'en vient. Mais dont, entre autres, il est plein depuis la construction des réseaux qui est faite en 2002. mais c'est sûr que l'ingénieur il va regarder. C'est sûr que notre ingénieur il Mais va pourquoi vous consulter dites que là-dessus. vous avez un régime système parce que vous parlez d'argent de fait 100 000 $ par année. Vous devez prévoir de construire une nouvelle étang aéré aussi. Là. Fait que ça va absorber. Peut-être. C'est certain. Mais oui, peut-être. Mais ça à être confirmé. C'est pas l'information préliminaire qu'on a. Non, je sais. Ça met tout dans l'aqueduc, monsieur. Oui. On a une capacité de ça. Là. Le réservoir a été fait en minutes. Puis quand on dit qu'on a une bonne qualité d'eau, on a un puits qui fonctionne très bien, il n'y a pas besoin d'aucun traitement. Mais ils ont creusé 6 puits avant l'entreprise qui est potable. Oui. Si c'est on peut en faire d'autres puits au-dessus du ciel, il n'y a pas de problème avec l'utilisation d'eau. Mais par contre, ça va faire d'autres dépenses. Il ne faut pas prendre pour acquis qu'à cause qu'on va faire un développement de comment des bâtiments, comment des outils de la voie? Jusqu'à 90, on était. 75. Puis regardez, on apprécie si vous avez cette expertise. Je ne sais pas si c'est vous qui prendrez le mandat pour expertiser par la suite, mais ça va être un ingénieur vraiment accrédité qui va appliquer les normes, dans le fond, de l'art. Donc, si ensuite on s'aperçoit que ça excède les capacités de la municipalité, il faudra modifier les plans. Tout simplement. C'est ça que je vous dis, c'est qu'actuellement, le système ne le permet pas. On a eu d'autres échos, c'est pour ça. Mais ça, c'est qui Voilà. dans sa salade. Exactement. Non, Non, c'est pas juste on prend bien note. Je ne sais pas quelle est votre référence. Juste vous souvenir de la conversation, de la Je connais pas. On prend bien note. Mais c'est clairement quelque chose qui va devoir être analysé et vérifié par l'ingénieur. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand on aura une orientation plus précise, là, puis une gestion économique plus précise à vous présenter, on va venir, là. C'est sûr, on ne vous comptera pas des bobards. Il faut dire ça va être vérifié et certifié par l'ingénieur. le nombre d'unités n'est nullement concrétisé aujourd'hui non plus. On est aussi informé que la capacité de système, si vous dites qu'on a un beau village et tout, là, mais la conception qui a été faite sur le système d'aqueduc et d'égouts il est en prévision de 30 ans. Puis le maximum d'unités qui est possible, de 120 au bout de 2032. Mais ça, c'est le rapport d'un ingénieur que vous citez? Ça, c'est la conception du. Mais c'est ça le rapport d'ingénieur que vous me citez? C'est l'ingénieur qui a tout fait le réseau A à Z. OK, c'est beau. J'aimerais ça avoir une discussion. J'aimerais ça avoir cette discussion-là. OK, Pour c'est le chemin de projet. Écoute, on peut regarder ça. Oui. Oui, vous avez parlé des implications de la ville. Vous avez parlé que la ville pouvoir possiblement faire un emprunt de 2 millions. je faisais une règle de 3 juste pour donner l'ordre de grandeur. C'est pas moi qui vais, je m'engage pas au niveau de la ville. C'est qu'en ce moment, je fais un calcul que s'il y a 100 000 $ de plus de revenus, les intérêts, si vous payez 5 % d'intérêt sur 2 millions de dollars, ça fait 100 000 $ par an. C'est tout. OK. C'est juste ça que j'ai dit. C'est une règle mathématique. On va les 2 millions de dollars, 5 %. La municipalité n'a pas à défrayer, c'est au promoteur qui a fait des travaux. Ah non, mais La municipalité, la chose qu'elle peut faire, c'est prolonger son réseau d'aqueduc jusqu'à les limites. c'est de ça qu'on parle. Ça, c'est le projet, ça va, le projet d'infrastructure, c'est financé par le gouvernement. C'est de ça qu'on parle. C'est exactement ça. Possible. Mais ça, c'est exactement ce que j'ai dit, c'est-à-dire la partie publique, la municipalité. L'aqueduc seulement, pas l'égout. L'égout, vous devez la passer par derrière, dans le plein centre de votre réseau. Regardez, je ne suis pas ingénieur en termes d'infrastructure. C'est une question d'ingénierie, ça. Voilà. Et c'est juste, il voulait juste montrer la règle de 3 pour démontrer que si le village embarque dans quelque chose comme ça, il peut chercher à prêter l'argent chez un institut financier. Tout simplement. On a les de 2014. Ce que ça a coûté pour à peu près la même longueur pour refaire l'ensemble de l'égout aqueduc jusqu'à Charpentier, on a les bouts. On peut faire une modification, puis on sait comment on est capable d'avoir avec la PSCQ, donc c'est de l'argent qu'on doit dépenser.
puis le règlement d'emprunt qu'on a été obligé de faire, tout ce que ça a coûté avec le rôle. Fait qu'on est capable de faire une règle de 3 quand même assez facile. On aurait dû amener Dominique Carré avec nous. Il aurait répondu tout de suite. C'est vrai. La question est faite, oui. Vous parliez de copropriétaire. On parle de quel range par rapport. OK, on peut y aller au pied carré, on peut y aller dans à peu près, hors de grandeur. Ça va? Combien vont coûter les unités? Oui, soit en pied carré ou par. Comme vous voulez. Alors, regardez, c'est pour ça que c'est bien. On a un développeur expérimenté, avec beaucoup d'expérience derrière lui. Je ne sais pas si M. Daniel Bélanger, vous voulez discuter un petit peu des coûts de l'industrie. Pardon? $18 le pied carré. 18 pieds carrés. C'est des aventures, ça. Non. Oui, pas trop sûr. Dans les meetings, c'est ça. Toutes sortes de styles. 240. 187 187 pieds carrés. 240 pour 1200 Quelle est la clientèle visée? C'est le marché qui va l'indiquer, surtout en Oui, mais le promoteur connaît son marché, non? Ah. Je ne sais pas, c'est la question que je pose. Ah, mais moi, d'abord, vous connaissez tout ça avec moi. Ben, c'est important parce que quel genre de clientèle vous allez chercher? Si vous me permettez, je vais répondre. Vous avez fait la l'étude de marché. Parce que moi, je ne peux pas répondre. Moi, je ne suis pas promoteur. Donc, l'étude de marché dit quoi? On peut-tu avoir une réponse, s'il vous plaît? La réponse, il y a deux questions maintenant. Je vais répondre à la première. La première, comme vous avez vu, moi, je vois ça très familial, je l'espère bien. L'étude de marché, oui, on a consulté beaucoup d'acteurs en construction, en immobilier, ainsi de suite. Je n'ai pas des études ou des choses que j'ai pour vous présenter ce soir, mais oui, les études de marché sont faites à plusieurs niveaux, parce qu'il y a beaucoup de façons à regarder les études de marché. Et oui, il y a un marché pour le logement dans ce secteur ici du Québec, c'est sûr, c'est certain. Et nous, en visant vraiment abordable, comme on a dit, comme le chiffre que M. Bélanger vient de sortir, abordable, 3 chambres à coucher, 4 chambres à coucher, on espère que ça devient familial. Moi, j'avais mon cœur dans déménager ici il y a 6-7 ans. Et quand on est venu, il n'y avait pas d'enfants. Mes enfants ont dit, écoute, il n'y a pas d'enfants ici, qu'est-ce qu'on fait ici? Je dis, non, on déménage ici. Je crois qu'on a tous les éléments nécessaires pour dire que c'est une place où les familles peuvent profiter d'un village. C'est ça notre but. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mais je crois, je dirais, M. le maire, combien de questions encore? Peut-être 2, 3? On va fuser un peu. On va fuser un peu, important de donner la parole. Ici, et on revient. Oui, juste la question du stationnement. Comment vous stationner tous ces gens? Le ratio qu'on a visé et les plans qu'on a... Il y avait... tous les plans qu'on a démontrés ce soir avaient du stationnement. Normalement, il y a un ratio de stationnement dont on parle. Donc, nous, on visait 1,5 véhicules par logement. Nous, on va favoriser le transport actif et la marche. On peut aller jusqu'à 2, mais à chaque fois qu'on allait jusqu'à 2 stationnements par logement, ça en prend beaucoup, beaucoup. Moi, j'ai une famille de 7, je favorise beaucoup une voiture. C'est des choix qu'il faut prendre. Donc, on a déjà eu des discussions avec le village également. Et 1, c'est impossible. 1,5, on croit que c'est le milieu qu'il faut viser. Et ça représente, les images que vous voyez, ça représente 1,5 véhicules par logement. Ça répond bien à d'autres questions? Et même, je vous dirais, s'il vous plaît, si on peut s'entendre. Non, mais regardez, justement, c'est pour ça qu'on a prévu aussi des espaces de stationnement, je dirais, tampons, qui peuvent être partagés par plus une unité. À savoir, les gens n'ont pas nécessairement besoin de se mettre directement devant chez eux. S'il y a un surplus, si tout est pris, c'est pas grave, on se met le lot de Thibault.
Il y a une question. Avec un aménagement paysager, pour pas que ça soit trop laid, d'ailleurs, il y a des images qui montrent qu'avec des beaux arbres matures, puis un aménagement paysager, on peut mettre des places de stationnement discrètes qu'on ne voit pas comme ça à 500 mètres de l'eau. Et ça se peut, après consultation, on monte ça à 1,75. C'est pas le but ce soir de discuter de ça. Parce que c'est pour ça qu'on consulte le public. On vient ici et après William. Ici avant. OK. William et après. Ouais, juste pour répondre à vos questions, oui, ça serait le fun d'avoir un parc. Oui, c'est un beau projet, fait que bravo, si on est capable d'avoir du logement abordable dans le coin, on en a tous besoin. On veut les régions musulmanes, on vieillit, puis on ne veut pas rester dans un village de vie. Je pense qu'évidemment, les avantages d'un petit village, c'est d'avoir une présentation puis avoir tout le village dans une salle. Le désavantage d'un petit village, si on fait une présentation puis on a tout le village dans une salle. Je pense que c'est clair que des réponses claires sur spécifiquement les coûts, qu'est-ce que ça va coûter aux payeurs de taxes. Je pense que ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas vous en passer. Mais je sais que c'est tellement préliminaire et je ne m'attends pas que vous ayez toutes ces réponses-là. Ma question, c'est les ordures. Comment est-ce qu'on gère les ordures pour 70 portes? C'est parce que c'était marqué dans votre présentation que c'était les projets intégrés ou les copropriétaires qui s'en occupaient. Eux, ils font venir un camion par eux-mêmes et ils gèrent ça tout sur le site. OK. C'est une avenue. OK. Non. Mais moi, je vois comme des chalets, dans le fond, où les gens doivent aller au bout du chemin, porter leurs ordures. C'est pour ça qu'on voyait bien avoir des belles ordures, cachées, dissimulées. C'est juste de comprendre qu'avec 78 portes, ça fait presque 300 bacs. Non, mais justement, on veut. C'est ça que j'essaie de comprendre parce que c'est quand même quelque chose assez. Vous privilégiez le transport actif. Je vais avoir 300 packs devant ma maison chez moi. Ah ouais? Non, mais non, on ne fait pas ça. D'accord, je dis ça serait bon. Par contre, on est conscient, les gens vont utiliser la voiture. Alors, s'il faut mettre le recyclage, la poubelle, pendant 15 à 20 secondes pour le mettre dans la benne à ordures, je pense que les gens, ils vont acheter en connaissance de cause. Prochaine question. Oui, monsieur. C'est quoi l'avantage, en fait, d'avoir tous ces logements ici, dans ce village où nous vivons là? Parce que ça va augmenter la population. C'est 15 unités, c'est ça? Oui, 15 unités, ça fait... C'est 15 bâtiments. 15 bâtiments, donc ça fait 30 personnes, ben, si elles sont pas célibataires. Non, c'est des bâtiments. 88. Enfants, là. Ce sont des bâtiments multi-logements. Oui, oui. Donc, ça peut augmenter. La population du village va augmenter environ de 60 personnes et plus, là. Plus. En l'occurrence, c'est Beaucoup plus. Beaucoup plus. 150. Ah oui. Tout le monde sait que il n'y a pas très longtemps, les prix ont monté, mais alors en flèche, en maudit. Je comprends, il faut comprendre de vouloir construire ça et tout. Il faut comprendre le projet et tout. C'est à l'époque. Vous voulez suivre le fil de la discussion. À l'époque, ce terrain a été acheté pour une poignée de figues, là, par un ancien directeur qui était un directeur de la mairie qui était promoteur. Là. Et puis, en fait, ce qui se passe, c'est que est-ce qu'on va être capable, nous, la mairie, de supporter tous les problèmes d'aqueduc, d'eau, d'éboues? Ça, personne n'a aidé parce que personne n'a été voir comment ça se passe en haut, à la station d'épuration, là, et aussi au bassin qui est en haut, là, qui sont misérablement, dans un état misérable. Je vous arrête tout de suite. Mais il faut répondre à ça. Au fait, qu'est-ce que ça peut apporter au village? Voilà, c'est une Moses de bonne question. C'est ça. La question à l'envers est importante aussi. Quelle est l'opportunité qu'on raterait si on ne la regarde pas, cette option-là? Regardez-la à l'envers. Je peux vous dire que les taxes, les frais, on a des rénovations importantes à faire. Là,
juste dans les routes, ok, ça va sortir, il va y avoir une discussion bientôt là-dessus, mais juste dans les routes, on en a, tenez-vous bien, là, tenez votre sucre pour 7 millions à investir. OK? Je ne sais pas comment on va faire ça. Je ne sais pas. Et ça, c'est juste dans les routes, c'est sans comprendre la rue. Bon, on a une infrastructure d'eau, d'égout qui date des années 50, qui a besoin d'être remplacée. La majeure partie est remplacée. Comment est-ce qu'on va faire ça? On a des coûts énormes qui s'en viennent. Est-ce qu'on va finir comme certaines stations, comme plein d'autres coins dans la MRC qui ont disparu? C'est un danger pour nous, là. Mais si la communauté ne veut pas de développement, veut le statu quo, acceptons-le. Ça sera ça. C'est une démocratie, là. Mais méfiez-vous des conséquences. Et les conséquences, moi, elles me font peur, elles font très peur. Si je comprends bien, vous comptez sur ce projet pour pouvoir... Non, je compte sur ce projet, le projet sud et l'autre aire qui est plus au sud du village, qui est une zone blanche. Tenez-vous bien, il y a du zonage ici qui permet de facto de faire du développement, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Alors, on a le choix, on le contrôle, on l'oriente, on en fait le maximum de bénéfices pour nous tous, ou on se fait marcher dessus. À vous de choisir. Mais pourquoi autant Ma dernière de question, logements? un instant, s'il vous plaît. 88, C'est une question de densité. on est 325 ici. Ma dernière question, c'était un logement abordable, offre de logement abordable. Pour qui? Pour les citoyens du village ou pour n'importe qui? C'est quoi offre de logement abordable? C'est quoi le prix? Avez-vous un prix à nous annoncer? On a discuté ça à tantôt. Je crois que la question a été bien répondue. Est-ce qu'on rentre là-dedans encore? Vous n'avez peut-être pas entendu la réponse? M. Daniel Bélanger il parlait du prix, hein? C'était la construction au 1200 pieds carrés, 240 000. Pour la construction, évidemment, il y a des coûts de terrain, d'infrastructure. Mais c'est pour vous montrer qu'en ce moment, en tout cas, on a regardé un petit peu aussi le marché de Burton. En ce moment, il y a une maison à 319 000 sur le marché. Mais je pense que la superficie au sol, je ne sais même pas si c'est 1200 pieds carrés. Et puis, à date d'une certaine époque, et puis sans critiquer quoi que ce soit, je vous comprends. je pense qu'il y a de l'amour à donner. Vous êtes, là, on parle de neuf. Très motivé pour ce projet-là, je vous comprends. Là. C'est normal. Tout businessman comprendrait ça, mais moi, je ne suis pas businessman. Je comprends. Je demande pour savoir. Mais c'est pour ça qu'on s'adresse à la communauté, puis votre point de vue est tout à fait valable. Puis maintenant, je pense qu'il y a un enjeu communautaire, on est en démocratie, les gens vont s'exprimer là-dessus. Oui. Oui, bonjour. Félicitations de votre présentation. Vous nous avez tout de suite. J'ai d'autres terrains dans votre coin également qu'on désire développer. Je vois qu'est-ce que vous avez de présenté, vous avez investi des sommes. De l'autre côté, on investit également des sommes, des contaminations. Mais en écoutant tout ça, je me demande si on ne travaille pas la pyramide à l'envers. Il semble que tant qu'on ne sait pas la capacité du réseau, est-ce qu'on dépense encore? C'est peut-être plus une question pour les élus. On est déjà. La question est dans l'air, c'est déjà posé, donc on revient ici pour un oui. Oui. Ben, je crois que la question est déjà posée à 3 reprises ce soir. Monsieur le maire ou M. Grandmont, l'étude de validation de la capacité du réseau, puis ce que ça pourrait représenter pour grossir et accommoder les développements, est-ce que ce mandat-là, il est déjà donné ou il est à donner? Il est en préparation. Il est en préparation. J'ai eu des premiers morceaux de ce mandat-là qui étaient analysés. Et ce qu'on attendait pour le poursuivre, c'était la marge. On parle de quoi? À quoi? C'est quoi la marge? C'est quoi le terrain de jeu? Même chose pour l'île au sud, parce qu'on doit considérer ces deux terrains-là. C'est quoi la marge? Et ensuite, c'est quoi les problèmes et les capacités de notre réseau allant de la pompe aux deux autres pompes, à la capacité, aux conséquences en perte d'énergie, en perte d'électricité, etc. C'est tout ça qu'on doit regarder. Si c'est au total
120 unités ou 80 unités, je ne sais pas, mais c'est ça la marge qu'on doit savoir pour établir non. Voici ce qui est plus économique à faire, c'est de l'arrêter à 110 unités, par exemple, et ça nous permettrait de dire, le réseau est suffisant, ça demande, etc. Ça va avoir un investissement minimal. Bon, ceci dit, il reste qu'on a quand même une réflexion à faire, c'est tant qu'à intervenir, est-ce qu'on va intervenir pour un avenir dans 20 ans, pour ne pas avoir cette discussion-là de devoir reconstruire nos infrastructures dans 20 ans pour le troisième îlot qui est blanc, qui va se développer tout le temps. Non, mais tant qu'à grossir le tuyau, si on parle de grossir pour tout prendre. Si le mandat présentement pour rédiger l'appel de proposition de la firme qui fera l'évaluation, oui. Ça me fera plaisir de donner un coup de main pour acheter un coup d'œil au besoin. Merci. Merci. Vous connaissez le réseau d'ailleurs. Oui. Surtout lui, il faut un échéancier pour la réalisation du projet, ça serait dans l'ordre de quel ordre en nombre d'années? Ben, il y a deux questions, vraiment, quand j'entends ça. C'est les approbations au niveau municipal. Ça, c'est un délai. Une fois qu'on a un projet qui est approuvé, et maintenant, c'est le délai de construction. Donc, c'est deux choses très distinctes. OK. Ce que vous pouvez répondre. Maintenant, la première, pour les approbations municipales, bonne question. Il n'y a pas... parce que... Puis, ce soir, c'est... Ce soir, 12 mois, est-ce que ça va? Oui, 12 mois. Ce soir, c'est même pas une consultation publique officielle, mais on aura à en faire. Donc, c'est sûr que la période municipale va s'allonger plus qu'une année, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Après la construction, M. Bélanger est là, peut-être. Daniel Bélanger. M. Bélanger, pour le tir de terre. Une fois qu'on a les approbations municipales pour faire combien de logements avoir, mais on va dire une cinquantaine, ça peut prendre combien de commencer la construction et avoir... Dépendamment du revenu des barres, mais comme là, ça va faire un 30 à 30, on va 35. Voici la réponse.